Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où on va discuter de l'épuisement dû au changement. Ce qu'on va viser, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut faire de la prévention pour qu'on en sorte tous gagnants. Mon nom est Claude Palmerini, présidente de GPBL Pensée Projet. Notre mission, c'est de permettre aux organisations de réaliser leurs ambitions en les aidant à prioriser et à concrétiser leurs projets. Je vais être accompagnée aujourd'hui de trois femmes extraordinaires. Donc, on a Louise Bourget, qui est consultante en formation, développement organisationnel et ressources humaines. La mission de Louise, c'est l'expérience employée. C'est plus qu'un buzzword, hein. Avant tout, c'est une philosophie de gestion. Elle accompagne les dirigeants pour créer une organisation attractive, innovante et performante. On a Patricia Pius, présidente, consultante, coach et formatrice pour PP Service Conseil. Sa mission, c'est favoriser le déploiement du plein potentiel des gens et des organisations. Finalement, Claudel Rochon-Matifa, présidente de l'ACMP Québec, dont la mission est Ensemble, nous bâtissons des liens significatifs pour assurer l'avancement de la discipline de la gestion du changement au travers le Québec. Merci beaucoup, mesdames, de participer à cet échange. Je suis vraiment, vraiment contente. Merci de l'invitation, Claude. Écoutez, on va parler d'épuisement dû au changement. Il y a quelques statistiques, puis je sais que vous allez en amener probablement d'autres, mais on dit que plus de 4 millions de personnes ont affirmé éprouver du stress élevé ou très élevé lié au travail. Et ça, c'est selon les données recueillies en 2023 par Statistique Canada. Ça représente plus de 20 de l'ensemble des personnes en emploi. Ce n'est pas rien. Selon l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, les problèmes de santé mentale coûtent près de 14 des profits annuels nets des entreprises canadiennes, ce qui représente jusqu'à 16 milliards de dollars annuellement. On le sait, hein, l'épuisement, là, ça amène à des complications et puis ben, les gens doivent s'absenter et ça a un coût. Alors, lorsqu'on parle d'épuisement organisationnel, juste pour positionner les gens aujourd'hui, on parle d'un stress chronique dû à une surcharge d'adaptation. On parle d'une fatigue physique, une fatigue mentale, hein, du cynisme, perte d'efficacité. Les facteurs déclencheurs, on le sait, hein, puis on en a parlé, des changements imprévus trop fréquents, manque de clarté sur les objectifs, l'absence de soutien ou de reconnaissance, la suradaptation des employés face à des demandes excessives. On est là, on l'a vécu avec la COVID, on continue de le vivre maintenant avec tous les projets d'intelligence artificielle qu'on a. Ça cause des changements majeurs, puis des changements là, qui viennent toucher les valeurs là, intrinsèques des gens. Alors, ça a des impacts là, lorsque c'est mal géré, bien entendu, des impacts sur les individus, des impacts sur l'organisation, hein. On parle de rotation élevée du personnel, résistance aux initiatives futures, hein. Les gens, on entend, ils disent, il me semble que les gens sont plus résistants au changement, ils ne veulent pas le changement. Ben non, c'est pas qu'ils veulent pas le changement, c'est qu'ils en ont tellement vécu, sont épuisés par ce changement-là. Alors, j'aimerais vous entendre, hein. Louise, tu es spécialiste en compétences comportementales. Oui? Est-ce qu'on a tous les mêmes réactions face au changement? Eh bien non. Alors, dans le fond, puis d'où l'importance de vraiment développer une bonne connaissance de soi. Puis il y a plein d'outils disponibles pour ça, plein d'outils psychométriques. Parce que selon notre ADN ou selon notre élan naturel, si vous voulez, alors on est déjà préprogrammé. Il y a des gens pour qui le changement, c'est leur source de motivation. S'il y a un manque de changement, ils se démotivent, alors que d'autres vont plus préférer dans leur structure de personnalité, vont plus préférer la routine, si vous voulez. Alors, plus dans un mode de je veux préserver les acquis, plus dans un mode traditionnel. Alors, pour ces gens-là, alors, ça va être un peu plus difficile. On va devoir développer des stratégies d'adaptation. Tandis qu'à l'opposé, les gens qui aiment le changement, au contraire, ils risquent de se brûler aussi parce que trop passionnés par le changement. Alors, qu'importe le style que l'on privilégie, il faut juste être conscient de notre style et pouvoir l'adapter selon la situation. Alors, on a tous le même défi d'adaptation.
Merci, c'est intéressant ce que tu dis, Claudel. Mm. Tu connais la gestion de projet, hein, bien entendu. Si quelqu'un dit, moi, là, je suis passionné par mes projets, est-ce que ces gens-là, hein, ces passionnés-là, sont plus à risque? Tu vois, Claude, moi, je faisais beaucoup de hochements de tête durant que Louise partageait sa réponse à sa question parce qu'en effet, moi, puis tu sais, je vais parler au jeu parce que je me reconnais beaucoup là-dedans. Je pense que j'en suis une preuve vivante de ça. C'est que quand on est vraiment passionné de ce qu'on fait, au même titre que je peux adorer le chocolat, si je mange du chocolat en quantité industrielle tous les jours pendant toute une semaine, ça se peut qu'à un moment donné, je me sente un peu mal. Ben, quand on adore son métier, des fois, on a envie justement de s'impliquer dans différents projets, différentes initiatives, de faire de la collaboration, même des fois transversale, de la montée en compétences, du coaching, du mentorat, bref. Les possibilités sont infinies, du bénévolat, un peu comme plusieurs font dans notre association. C'est très énergisant. Je pense que c'est important ce que Louise dit parce que aussi quand on est, par exemple, introverti, extraverti, plus justement pro changement avec un growth mindset versus plus dans nos assises où on aime ça que ça soit un peu plus continu, ben ça a un impact direct sur comment on va transiger en fait avec tous les changements en parallèle qui se passent parce que oublions pas que oui, il y en a dans les organisations, mais on en a aussi dans notre vie personnelle. Il suffit qu'un parent tombe malade, qu'un enfant ait une situation. Tu sais, le changement, c'est pas juste au travail. Le changement est partout. Puis je pense que ça crée des défis pour les passionnés parce que justement, des fois, on a de la difficulté à dire non. Puis on a envie de dire oui à tout. Moi, des fois, j'ai un petit nom pour moi-même. Je m'appelle faux mot clos, là. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai tout le temps envie de tout faire. Puis des gens comme moi, tu sais, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se reconnaissent là-dedans. On aurait envie de s'impliquer de part et d'autre, mais des fois, il faut apprendre à choisir un peu dans quoi on va mettre ses énergies parce qu'au final, on n'a pas la même mise sur à quel moment est-ce que quelle implication va avoir des besoins plus importants. Quand on met tout ça en parallèle, c'est ça qui fait que des fois, il va y avoir des périodes comme à la rentrée scolaire, comme à la fin de l'année financière, où on va être submergé par tout ce qu'on a à faire, puis ça crée vraiment des risques au niveau de la santé mentale des gens. Fait que je pense qu'en effet, c'est un défi. Il faut apprendre à se connaître, puis être capable de mettre ses limites, puis reconnaître les signes, puis voilà. Tu as bien raison, hein? Puis oui, on est beaucoup à se reconnaître là-dedans. Puis j'aimerais t'entendre, Patricia, parce qu'il y a une responsabilité, hein, qui est liée aux directions. C'est un travail là, qu'on fait ensemble, hein, les directions avec les gens dont on a la responsabilité. Oui. Alors, quel rôle jouent les leaders, les gestionnaires dans la prévention de Hmm. l'épuisement face au changement? Oui, en fait, j'ai le goût de rebondir en lien avec ce que Claudel disait parce que je dirais qu'il y a certaines organisations qui sont gourmandes également et c'est normal. Donc, ce désir-là, hein, on a des objectifs, on a un conseil d'administration, on a des clients, on a des compétiteurs. Donc, la pression, elle est forte et le désir et le besoin d'être dans le changement, de faire des projets, il est extrêmement présent. Ce à quoi il faut faire attention, c'est se rappeler qu'en fait, la performance de notre organisation va être directement liée également à la capacité de nos gens, aussi gourmands et intéressés sont-ils, de suivre. Et à ce moment-là, de ce besoin-là, comme organisation, d'être en mesure de dire oui, on a énormément de projets, il y a beaucoup de choses à faire, mais la capacité de nos gens, on en est où? Donc, la responsabilité, en lien avec ta question, Claude, la responsabilité de l'organisation, c'est de s'asseoir et de, en quelque part, avoir un regard honnête sur l'état de situation. Qu'est-ce qu'on a en ce moment dans notre assiette? Quelles équipes sont impactées? Par quel type de projet? Et être en mesure de faire quelque chose d'extrêmement difficile, choisir, prioriser, tout ça. Donc, c'est une responsabilité qu'a l'organisation. Oui, Claudel? Tu permets, Patricia, j'aimerais ça rebondir sur ce que tu dis. Tu sais, je pense que c'est aussi en fait un devoir pour l'organisation de prendre soin de ces gens passionnés qui souvent sont aussi des gens qui sont avec des talents plus particuliers dans leur métier. Mm. Parce que s'ils veulent que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils doivent aussi les protéger des fois de tous les intrants dans l'organisation qui peuvent venir les solliciter de part et d'autre. Puis ça se fait avec beaucoup de bienveillance, à mon avis. Oui. C'est pas fait, oui, par la personne elle-même, évidemment, qui a sa part de responsabilité, mais aussi par l'organisation. Mm. Mais ce que ça fait des fois, c'est que les gens vont se ramasser justement à être tiraillés de part et d'autre. Puis ça va, au lieu de les énergiser comme ça le fait normalement, vu que c'est des gens qui
adorent leur métier, ça va devenir énergivore. Puis là, à ce moment-là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vide justement le plein d'énergie qu'on a, qui fait qu'au final, on se ramasse avec tous les symptômes d'épuisement qui peuvent être connus. Ouais. Bien, je voulais rebondir aussi sur ce que Claudel dit. C'est dans le fond, au niveau individuel, c'est d'être conscient de mon capital, mon réservoir d'énergie. Comme tu disais, Claudel, c'est d'être conscient de, je mets mon thermomètre à chaque jour, là, mon thermomètre au niveau de mon réservoir physique, mental, motivationnel, et d'où le lien aussi que le gestionnaire donne le sens des changements aux gens pour maintenir la motivation des gens et aussi l'énergie émotionnelle. Alors, toute l'intelligence émotionnelle prend sa place aussi. Supporter les employés, ça veut dire aussi supporter dans le développement des compétences. Fait que c'est quoi les compétences clés qu'on a besoin en gestion de changement? Alors, comment on aide les gens à les développer, ces compétences-là, et à les supporter sur le terrain, au quotidien? Oui, tu as tout à fait raison, Louise. Puis en fait, l'organisation, en fait, c'est effectivement dans sa responsabilité de protéger ces gens, d'offrir un soutien émotionnel, un soutien psychologique, puis d'être un exemple aussi. Comme leader, de devenir un exemple pour ça, plutôt que de se donner, j'en vois, là, moi, des leaders qui se sentent comme obligés d'être toujours oui, on, tout ça, mais la vulnérabilité, l'authenticité, elle est extrêmement porteuse d'espoir pour les équipes dans une organisation. Donc, d'offrir ce soutien-là, d'être un modèle, d'être transparent, puis de les accompagner, comme tu le dis, là, en formation, en communication, etc., c'est hyper, hyper important. Louise, j'ai le goût de te demander comment est-ce qu'on peut adapter sa gestion du changement selon la personnalité, selon la résilience de chacun? La personnalité, je dirais, c'est plus quelque chose qui est inné, là, alors que je porte en moi, c'est comme mon ADN, là, pour reprendre la formule habituelle. Mais la résilience, c'est une capacité qui se développe aussi. C'est de l'ordre de l'acquis, l'ordre du comportemental. Mais dans mon type de personnalité, si je résume vraiment, parce qu'on pourrait prendre plusieurs minutes là-dessus, mais il y a comment je communique le changement va faire une différence. Donc, de savoir c'est quoi la langue des gens, dans le fond. Alors, il y a des gens qui vont vouloir que je leur dise pourquoi ce changement-là, comment on va se distinguer, comment on va se démarquer, comment on va changer grâce à ça, comment on va innover. D'autres personnes vont vouloir dire, dis-moi le comment faire. Si tu ne rentres pas dans ce niveau de détail-là, tu ne parles pas ma langue. Et dans la façon d'adhérer au changement, il y a des gens qui ont besoin de connaître la logique du changement. Donc, les gestionnaires démontrent leurs compétences dans la gestion de changement pour qu'ils y adhèrent. Et en contrepartie, il y a des gens qui ont besoin d'être sécurisés au niveau de comment l'entreprise prend soin des gens, comment l'entreprise a bien évalué l'impact humain du changement. Puis on sait que 60 à 90 des changements n'aboutissent pas ou n'atteignent pas leur objectif parce qu'on a sous-évalué l'impact humain du changement. C'est incroyable, hein? Claudel, oui. Oui, d'ailleurs, pour faire du pouce sur ce que tu dis, Louis, je pense qu'en Mm. effet, il y a plusieurs façons dans le comment on s'adresse aux gens, mais il y a aussi le qui est important. Parce que moi, je dis souvent que la gestion de changement, il faut la démocratiser. C'est-à-dire que oui, on a des spécialistes, des professionnels qui sont un peu comme des chefs d'orchestre dans les organisations qui vont amener la cohérence à travers la multiplicité des changements qui sont en place en parallèle, qui vont venir s'assurer justement que les impacts ne sont pas tous sur les mêmes équipes au même moment. Donc, tout ça, c'est un rôle qui est primordial, mais ces gens-là ne peuvent pas porter sur leurs épaules, souvent c'est quelques ressources dont on parle pour une assez grande organisation, ne peuvent pas porter tout ça sur leurs épaules à eux seuls. Ils ont besoin que chacun prenne leur morceau de robot, que j'appelle souvent, c'est-à-dire le gestionnaire, la direction, l'architecte d'affaires, le chef de projet, la personne des communications, tu sais, les ambassadeurs de ce changement-là. Tu sais, chacun doit faire à la hauteur de ses responsabilités sa contribution justement à la gestion de ce changement-là. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que si, par exemple, quand on a envoyé notre communication au début, il y a certaines personnes qui l'ont capté, mais pas tous, bien après ça, quand on va arriver avec le gestionnaire, avec une autre tribune, une autre rencontre, bien là, tout ça ensemble fait que là, les gens comprennent qu'ils peuvent l'assimiler puis qu'ils peuvent aussi ben, s'engager dans ce changement-là. Donc, je pense que le comment est super important, mais le qui aussi l'est également. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, on est en train de positionner l'intelligence émotionnelle, hein, notre Oui. capacité justement dans la gestion. T'en penses quoi, Claudel? Ben, je
pense que l'intelligence émotionnelle, puis ça, on l'a déjà effleuré un petit peu tantôt dans nos échanges, Ouais. c'est vraiment une compétence qui est essentielle. Tu sais, l'ensemble de la littérature le dit depuis déjà un certain nombre d'années que c'est dans les compétences du futur que même tous les gestionnaires, à mon avis, vont avoir énormément de difficultés à naviguer dans leur rôle s'ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle suffisamment développée parce que quand tu veux appuyer justement les équipes, puis aussi collaborer avec d'autres gestionnaires, si tu n'es pas capable de reconnaître les signes puis de lire les situations sur comment les gens réagissent, sur comment les gens intègrent les situations, ça devient vraiment, à mon avis, handicapant. Donc, c'est important pour eux de développer, d'apprendre à se connaître soi-même, évidemment, mais aussi d'être capable de lire comment les gens interagissent les uns avec les autres pour être capable de mieux se positionner, de mieux se soutenir, puis de surtout porter les actions qui vont avoir le plus de valeur dans les organisations. C'est super intéressant. Écoute, oui, Louise. Ce que je voulais faire du pouce un peu sur ce que Claudel dit, c'est toute l'importance aussi de développer la capacité d'écoute empathique des gestionnaires. Parce qu'en gestion de changement, hein, une clé du succès, c'est justement d'être capable d'être à l'écoute des résistances qui sont communiquées par les gens. Mais l'intelligence émotionnelle, ça commence par savoir nommer l'émotion. Puis les gens ont peur pensant que si je nomme l'émotion, j'ouvre une grosse canne de verre et je vais amplifier la situation, ce qui n'est pas le cas. Au Effectivement. contraire, ça désamorce. Les émotions négatives, des fois, sont pas nécessairement bien vues dans les organisations. Fait que le fait de venir enlever les tabous un peu autour de ça, de dire que c'est normal que les gens expriment des craintes, des peurs, de la colère, peu importe, de façon évidemment toujours quand même encadrée, mais que ça soit fait, que c'est sain, que c'est bénéfique pour tout le monde, en fait, puis que si c'est pas dit, au contraire, ça engendre des problèmes qui sont plus grands, en fait, à long terme. Autant au niveau du silent quitting, tu sais, on le sait qu'il y a des gens qui, OK, ils disent rien, puis après ça, ils finissent juste par donner leur démission. Mais on veut au contraire que les gens s'expriment, puis être capable de gérer ça de façon proactive plutôt que d'avoir des départs ensuite qui créent des enjeux dans l'organisation. Effectivement. Patricia? Effectivement, je suis à la même place que vous, dans le sens que l'intelligence émotionnelle, la capacité d'un leader, entre autres, d'écouter et d'entendre ce qui se passe pour vrai, là. Donc, effectivement, l'écoute active, cette capacité-là et la confiance ou le courage, hein, d'écouter, quand on parle de courage managérial, le courage d'écouter, d'entendre et d'être assez, de savoir qu'à partir de ce moment-là, ben, c'est le premier pas vers la suite. Donc, plutôt que de se dire on n'en parle pas, fait que ça n'existe pas, s'il y a un éléphant dans la pièce, même si on ne le dit pas, il est là quand même. Donc, tu sais, moi, quand je parle de gestion de changement, souvent, je vais dire que, en fait, c'est d'ouvrir la lumière dans la pièce pour voir qu'est-ce qu'il y a dans cette salle-là, plutôt que plus tard, parce que l'éléphant, il est là quand même, mais quand on est rendu au jour J de la livraison du projet, puis qu'on ouvre la lumière, c'est pas mal moins le fun que si on avait vu ça plus tôt puis qu'on avait été en mesure justement de travailler là-dessus. Donc, cette capacité-là, elle est hyper primordiale là, pour moi. Oui, puis en plus, les gens, si tu permets, Claude, en plus, les gens, tu sais, c'est de comprendre comment on réagit psychologiquement au changement. Alors, comment, quand je reçois le changement, quand c'est pas moi qui l'ai initié, évidemment, alors quand je le reçois, le changement, je vis d'abord comme une perte. Il y a une perte de ce que je faisais avant. Alors, plus je me suis investie dans l'ancien système, dans l'apprentissage de compétences, dans ma performance, plus je risque de trouver la situation pénible, plus difficile. Il y a des pertes associées à ça. Il y a un deuil associé à ça. Effectivement, hein, Claudel, on a parlé à un moment donné des personnes avec une forte conscience de soi, le self-awareness. Est-ce que tu penses que ces gens-là sont mieux préparés à gérer l'épuisement dû au changement? Ben, c'est certain que, un peu comme l'intelligence émotionnelle, puis quand on parlait justement, tu sais, des gens passionnés, plus on se connaît soi-même, justement, dans sa propension peut-être à flirter avec soit la surcharge de travail ou, tu sais, des choses comme ça. Puis même au contraire, plus on le sait, par exemple, que nous, naturellement, on aime notre zone de confort, qu'on veut pas justement se faire trop bouleverser, plus ça va nous permettre, en fait, de réagir adéquatement et surtout d'avoir les bonnes conversations avec son gestionnaire puis avec ses collègues. Ça, on le sait, par exemple, qu'on est dans une période de bouleversement, puis que ça vient jouer sur notre humeur, que ça vient jouer justement sur notre capacité à bien dormir, des choses comme ça. Mais déjà, en le nommant,
ça vient enlever un stress à la personne qui le vit de faire à semblant qu'elle ne le vit pas. Mais aussi, en plus, c'est que ça permet d'avoir une meilleure écoute et une meilleure collaboration avec l'équipe de travail dans laquelle elle est. Puis je pense que ça évite justement d'aller dans des endroits qui vont être moins bénéfiques, comme par exemple, tantôt Patricia disait, il faut donner du soutien. Ben, tu sais, si par exemple, moi, je sais que j'ai un service qui est fourni par mon entreprise pour avoir des soutiens psychologiques, des choses comme ça, ben, si mon gestionnaire sait que je vis une période de stress, ça va être plus facile pour lui de me référer à ces ressources-là que si c'est non discuté, que là, la personne souffre de ça en silence. Donc, je pense que oui, se connaître, c'est un facteur qui est atténuant, mais aussi c'est l'aptitude de communiquer ses limites, ses besoins et ses enjeux pour que ça soit pas vu nécessairement comme une vulnérabilité qui est problématique, mais plus comme une authenticité qui est constructive dans la relation qu'on a avec l'organisation pour laquelle on travaille, là. Effectivement, on a vu, hein, tout au long, des dernières années, on a vu là, tous les changements, l'impact là, des changements suite à la COVID et même pendant la COVID, hein, les gens, là, il a fallu qu'ils changent pas mal tous leurs habitudes, hein, ça a été difficile pour plusieurs, on le sait. Les entreprises ont vécu un manque de ressources, hein, pénurie de ressources. Alors, toutes les entreprises se sont donné le mandat de faire les choses différemment pour diminuer ces impacts-là sur leur business pour pas perdre leur business, hein. Certaines, compagnies, on les voit plus malheureusement. Alors, ça a entraîné un paquet de changements, une volonté de changer là, des choses profondes dans les entreprises. Patricia, j'ai le goût de te demander comment la haute direction peut équilibrer l'urgence du changement Mm. avec la capacité des employés à absorber ces transformations-là? Oui. Ben, en fait, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été nommées qui sont, selon moi, des ingrédients clés, là. Donc, dans la recette secrète, là, pour pouvoir y arriver, ben, c'est sûr que de prendre le temps d'instaurer une culture d'apprentissage continu, d'amélioration continue, une culture où on sait que on ne sera pas statique, ça va changer, on va évoluer et que c'est correct donc de passer par toutes sortes de stades, dépendant comment on est impacté par le changement ou pas. Tu sais, tantôt, Louise, elle mentionnait, quand c'est toi qui es instigateur d'un changement versus quand tu le subis, même le meilleur des changements, ce n'est pas la même chose, hein, on n'a pas la même posture. Donc, l'organisation qui est en mesure de développer une culture d'apprentissage, une culture de communication bidirectionnelle, qui est en mesure de se poser les vraies questions et de réaliser et d'assumer le fait de dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps parce que sinon, on n'y arrivera juste pas. Cette capacité-là de l'organisation, elle est primordiale. Ça devient un tout qui permet de se développer et d'y arriver. Oui, Claudel? Claudel? Pour faire du pouce sur ce que tu dis, Patricia, je pense qu'il y a deux choses quand même qui sont, puis tu sais, c'est reconnu là, que c'est des leviers justement de mobilisation pour les employés, c'est l'autonomie et le pouvoir d'agir. Ouais. Mm, Puis ce que tu nommes là, des fois les organisations ont une mauvaise compréhension de comment ils doivent gérer le changement. Ils se disent, bon, on va attendre que tout soit parfait, que tout soit décidé, puis là, on va leur en parler. mm, Mais alors que si inversement, dès qu'ils commencent à avoir des réflexions, ils impliquent les équipes, qu'ils les consultent, qu'ils vont prendre le pouls de comment ça se passe, qu'ils modifient leur plan d'action en fonction du feedback qu'ils ont, nécessairement, tu augmentes le pouvoir d'agir des ressources auxquelles tu t'adresses. Donc, tu diminues la résistance parce que ces gens-là ont contribué à ce qui est présenté. Puis aussi, c'est que si tu leur donnes de l'autonomie et justement de la latitude dans comment ils vont pouvoir, ben, eux, naviguer dans ces changements-là, ben, tu viens aussi les mobiliser vers ta cible plutôt mm, que de venir leur imposer quelque chose qui peut-être est irréaliste pour eux à ce moment-là, puis que là, mm. ça crée au contraire justement du cynisme, la fatigue, la frustration, puis tous les autres sentiments que ça peut apporter, là. Tu Ouais. as tellement Mais raison. Oui, Louise. Je veux faire du pouce sur ce que Claudel vient de dire parce que oui, la mobilisation, dès le départ, hein, le plus vite que j'implique mes gens, ça on le sait, c'est une clé importante. Mais la mobilisation va faire du sens dans la mesure où c'est en cohérence aussi avec l'alignement de l'organisation. Parce que Tout à sinon, je fait. peux bien mobiliser les gens, mais si ce n'est pas en cohérence avec la cible dont tu parlais, Claudel, ou l'alignement, alors j'épuise mes gens. La même chose pour l'innovation. Si je n'ai pas de cible pour l'innovation, ben, je demande à mes gens de me donner de l'énergie créatrice qui ne sera pas retenue. Alors, ça décourage les gens et mm, ça les démotive, hein. ouais.
Puis, Mesdames, le temps file, le temps file. Écoutez, on pourrait discuter une semaine durant de toute cette réalité-là, hein, de l'épuisement dû au changement. Ce qu'on constate, hein, c'est que les gens vont vivre des sentiments de déséquilibre, hein, ils ont de la misère à se retrouver, on doit les aider à retrouver leurs repères, hein, d'avoir vraiment une vision commune, bien communiquée. On ne veut pas que les gens aient l'impression de subir un changement, on veut qu'ils participent au changement. Donc, encore une fois, ça passe par la communication, la reconnaissance d'autrui, leurs besoins dans ce changement-là, puis les impliquer pour qu'ils puissent là, nommer les choses, hein. Ça les responsabilise, puis ça augmente là, leur sens d'autonomie. Fait qu'on veut communiquer ouvertement, on veut favoriser là, cette participation, bien entendu. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Louise, si je te donne un mot de la fin, que dirais-tu? Mais je dirais que si je veux développer la capacité de résilience de mes gens dans l'organisation, on en parlait. Alors, si je pense que développer leurs compétences, nommer les compétences nécessaires, les compétences clés, mais leur donner l'occasion aussi de développer une meilleure connaissance de soi pour qu'ils puissent contribuer positivement à l'organisation, à l'équipe, tout en reconnaissant aussi leurs points faibles pour pouvoir développer des stratégies d'adaptation. Merci. Patricia. Je dirais que pour l'organisation, de prendre le temps de s'asseoir, d'avoir une vision claire, de faire des choix, de penser aux équipes et dans les décisions qu'on prend, déjà, là, c'est un ingrédient vraiment primordial. Merci, Claudel. Ben, moi, ce qui me vient à l'esprit spontanément, c'est la sécurité psychologique, qu'on pourrait aussi appeler un environnement de confiance. Plus il va en avoir un dans les équipes, plus les gens vont être à l'aise d'exprimer ce qui les préoccupe, les enjeux qu'ils vivent, puis qu'on puisse être en mode prévention plutôt qu'être en mode réaction. Mais également, il faut donner cet environnement-là aux gestionnaires qui, eux, souvent sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Donc, si on veut qu'ils soient des bons vecteurs pour les organisations, il faut leur donner de la place à eux-mêmes aussi vivre leur propre gestion de changement personnel avant d'aider leurs équipes. Pour moi, ça serait ça, là, le petit mot de la fin de mon côté. Ben merci, hein. Donc, on cherche à inviter les collaborateurs à adopter une perspective constructive, à devenir des acteurs du changement, hein, dans le milieu de travail. 4 pistes de solutions concrètes. La première, c'est l'évaluation comportementale, hein, avec mon travail, c'est important. De développer ses compétences en gestion du changement, hein, pour vraiment que les gens soient bien équipés, mais qu'ils sachent quand utiliser ces outils-là, hein. C'est ça la compétence dans l'action. Intégrer une stratégie du changement. C'est pas le changement, c'est pas du n'importe quoi à n'importe quel moment, c'est vraiment là stratégique dans l'entreprise. Avoir les bons outils pour prioriser stratégiquement les bons projets, hein, ceux qui vont être créateurs de valeur, et assurer l'intégration de la gestion du changement dans tous les projets. Ça aussi, c'est important pour s'assurer là, que les gens soient capables d'absorber ce changement-là. On va se rappeler que si on prend soin de nos employés, ils vont prendre soin de nos clients. Alors, c'est payant, hein, pour les entreprises là, d'accompagner nos employés dans le changement pour qu'ils puissent donner un meilleur service, bien entendu, à nos clients. Écoutez, merci Claudel, merci beaucoup de ton apport. Merci Louise de l'investissement que tu fais de ton temps et merci Patricia aussi, hein, pour ton apport là, du volet stratégique là, dans la gestion du changement. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup nos échanges. Puis je sais qu'on va continuer à échanger sans s'enregistrer. Alors, merci à vous trois. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous Claude. tous. Merci Claude. les filles. Au Merci. plaisir. Oui, au plaisir. Puis merci à nos auditeurs, super sympathiques. Alors, c'est la fin d'un autre podcast GPBL Pensée Projet et on vous invite à écouter le prochain. Bonne journée.